après avoir exploré le thème de la frontière et de la territorialité, on va maintenant s'intéresser avec Jérémy à la question environnementale. Et le titre de notre intervention s'intitule « Trouver le bord du milieu, explorer la limite environnementale ». Et dans cette intervention, il s'agira tout simplement de mettre au regard vos écrits avec la question de la limite environnementale. Alors, en propos préliminaire, j'aimerais bien montrer un peu très rapidement en quoi la question environnementale est fondamentalement une question de la limite. Et bien, c'est de notre point de vue pour deux grands points principaux. Premièrement, l'existence et la finitude de la Terre et ses conséquences pour l'activité humaine, et le fait qu'on puisse considérer les processus organiques et inorganiques, les processus naturels, comme des conditions de possibilité de toute activité humaine. Et on aurait là ainsi deux grandes limites qui ensemble formeraient en quelque sorte une condition de possibilité de toute territorialisation. Et puisque c'est une condition de possibilité de territorialisation, ça pose donc un problème de pouvoir, un problème politique. Et Jérémy reviendra plus longuement sur la définition qu'on peut proposer de la limite environnementale. Donc, puisque ça pose un problème de pouvoir, notre hypothèse, c'est qu'on peut trouver une compatibilité entre vos travaux, notamment de la période critique pour une géographie du pouvoir sur l'écologie humaine et sur la limite écologique, avec notre problème de la limite environnementale. Le plan d'intervention est très simple. Dans un premier temps, Jérémy tentera d'ébaucher une définition de la limite environnementale et d'élargir votre travail à cette question. Et dans un deuxième temps, je tenterai de montrer une limite de l'apport de votre système théorique à notre problème et proposer une piste de recherche ringarde, encore une fois, la question du milieu. Je laisse la parole à Jérémy pour la première partie. Merci. Donc, l'objet de cette première partie, c'est donc de montrer les apports de vos écrits pour penser à la notion de limite environnementale en contexte de changement global. Il nous a semblé important de préciser en préambule le statut que nous accordons à la limite environnementale. Donc pour nous, elle peut être classée en géographie comme une notion, puisque, comme vous nous l'expliquez, et là je vais vous citer, notions et concepts sont des constructions mentales, mais situées sur des plans différents par rapport à une préoccupation opératoire. Alors que la notion est immédiatement liée à l'expérience fournie par la perception, le concept est une construction généralement dégagée de l'expérience. Or, cette notion se présente dans nos sujets de recherche respectifs comme une problématique. Nous n'avons donc pas l'ambition ici d'en faire un concept, mais il nous apparaît nécessaire d'essayer d'intégrer à notre système théorique cette problématique et ou d'enrichir notre système théorique au regard des problèmes et des questions que nous pose cette notion de limite environnementale. Donc cette première partie se déroulera en deux sous-points. Le premier portera sur la limite comme fondement de la question environnementale, et le deuxième portera plus particulièrement sur les apports de votre géographie à cette question. Donc d'abord, et nous sommes partis d'un constat initial, la question de la limite se trouve au fondement finalement de la question environnementale dès les années 70. On peut citer les écrits de George Skoubregen, le rapport Meadows, plus récemment les questions de changement climatique ou d'érosion de la biodiversité. Et finalement, elles partent toutes du constat d'une limite ou deux limites de l'activité humaine sur la Terre. L'utilisation que vous en faites semble bien, selon nous, dans cette problématisation particulière de l'activité humaine, puisqu'en conclusion d'un article commis en 89 sur les limites écologiques et la croissance démographique, vous faites l'hypothèse que la non-prise en compte de la limite écologique pourrait entraîner la plus désastreuse des conséquences, à savoir, et là je vous cite encore une fois, la mort, point d'exclamation. Donc la question des limites écologiques dans cette perspective, c'est finalement celle de la façon dont les sociétés se greffent dans leur environnement, et in fine, la notion de limite écologique interroge la capacité de survie des sociétés, ce que William Bunge avait appelé dans un article fameux une forme de géographie de la survie de l'humanité. Donc j'en viens maintenant au deuxième temps de cette première partie, qui nous permet d'aborder les apports finalement de votre géographie relationnelle et politique pour la problématique de la limite que nous posons aujourd'hui. Donc partant de ce premier constat, il nous paraît possible ensuite de s'appuyer sur vos travaux pour définir la limite environnementale comme la fabrication, à la fois discursive et dans l'action, de seuils entre les hommes et leur environnement naturel, entre
entre les humains et les non-humains. Ces seuils, donc ces limites, qu'elles soient visiblement dans l'espace, qu'elles soient construites explicitement ou implicitement, produisent des effets territoriaux. Elles opèrent sur, par et dans les territoires. Dans ce sens, et nous reprenons ici une définition générale que vous nous donnez, la limite peut être entendue comme la cristallisation d'une relation asymétrique d'un mode de production à un moment historique donné. D'abord, nous allons voir quels sont les apports de votre géographie pour la compréhension des relations dissymétriques nature-société. Les développements récents d'un courant de la géographie anglo-saxonne, la political ecology, nous conduisent à penser, et c'est à en discuter avec vous, qu'il est possible d'étendre votre conception de la production des territoires et de la territorialité à la production de la nature. Comme l'expliquent Nick Heinen, Maria Kaika et Eric Swingedou, même si les lois de la nature, c'est-à-dire la photosynthèse, la loi de la gravité, on pourrait rajouter l'entropie, ne sont pas socialement construites, leurs pouvoirs sont socialement mobilisés dans des arrangements métaboliques, biochimiques, physiques particuliers et qui servent finalement des objectifs particuliers. Si on admet une autonomie relative aux processus organiques et inorganiques, les processus naturels, on peut considérer que les actions humaines et ces processus biophysiques entrent en relation dissymétrique dans la production des territoires. Les formes sociales, pour pouvoir agir, posent forcément un cadre, une limite, et elles définissent, in fine, le curseur dans cette relation. En d'autres termes, les sociétés posent des limites dans la dissymétrie de la relation qu'entretiennent les hommes avec leur environnement biophysique. Sur un plan théorique et de façon plutôt schématique, on peut dire que ce caractère dissymétrique peut varier entre deux bornes qui iraient du déterminisme environnemental des écologues de la conservation au possibilisme radical issu de la modernité, qu'on pourrait illustrer par la phrase très connue de Descartes, l'homme comme maître et possesseur de la nature. Une troisième voie, une position intermédiaire, pourrait être la posture pragmatique de Bruno Latour, qui propose de symétriser les relations nature-société. Ainsi, les conceptions de la nature sont historiques et peuvent varier. Elles sont culturellement situées, comme l'a bien montré Philippe Descola. On en arrive donc au deuxième point, qui porte sur les apports théoriques de votre géographie des relations de pouvoir pour l'analyse des conséquences socio-spatiales, on va dire territoriales, de la limite environnementale ou des limites environnementales. La fabrication d'un tel type de limite n'a pas seulement des conséquences sur les relations société-nature ou société-milieu. Définir d'une certaine manière une limite environnementale a des conséquences sur les relations dissymétriques entre les hommes et par l'espace. Comme vous nous l'avez expliqué à propos de la frontière, un sous-ensemble de la limite, et là je vous cite encore une fois, tout système de limite est conventionnel, certes, mais dès lors qu'il a été pensé, mis en place et qu'il fonctionne, il n'est plus arbitraire, puisqu'il facilite l'encadrement d'un projet social, celui-là même d'une société. Donc nous avons tenté de catégoriser quelques effets territoriaux de la construction sociale, scientifique et politique des limites environnementales. Alors en premier lieu, poser une limite, ça peut être poser une certaine causalité du risque. Par exemple, dans le champ discursif du changement climatique, on peut trouver une certaine forme de déterminisme environnemental, qui est une manière de naturaliser le phénomène. Et cette naturalisation permet finalement d'amnésier les causes anthropiques du changement climatique. Poser une limite, ça peut également être distribuer spatialement des bénéfices écologiques. Par exemple, la limitation du changement climatique à 2 degrés, portée par le GIEC, véhicule finalement une distribution des bénéfices, comme par exemple l'exploration des nappes pétrolifères en Antarctique, et également une distribution des risques, comme la montée des eaux et l'augmentation de la vulnérabilité des zones littorales. Poser une limite, ça peut également être accepter un certain degré pathologique des sociétés dans leur rapport avec l'environnement. Dans le cas du changement climatique, c'est par exemple le passage de l'atténuation à l'adaptation. Dans un autre registre, Ulrich Beck nous dit à propos des seuils et des substances polluantes en Allemagne que les taux limites sont des lignes de repli d'une civilisation qui s'entoure elle-même de substances polluantes et toxiques en surabondance. Avec les taux limites, ce petit peu, entre guillemets, d'intoxication qu'il s'agit de fixer devient normalité. Il disparaît derrière les taux limites. Les taux limites ouvrent la voie à une ration durable d'intoxication collective normale. Enfin, ce sera mon dernier point, poser une limite, ça peut produire paradoxalement des effets d'innocuité, de recyclage de balascoum et d'invisibilisation de la limite. On prend ici l'exemple de la limitation de l'érosion de la biodiversité et des services écosystémiques qui découle des conclusions du rapport d'évaluation
2005 par l'ONU. Selon les conclusions de ce rapport, et sans revenir sur le débat portant sur la scientificité de cette expertise globale, 60% des écosystèmes seraient dégradés ou utilisés de façon non durable, et nous serons rentrés dans la 6e phase d'extinction massive de notre planète. Or, dans le cadre de l'année internationale de la biodiversité en 2010, l'ONU a commandé une campagne de publicité à une agence de marketing anglaise. Et la campagne s'intitulait Branding Biodiversity, donc la mise en marque, l'image de marque, la marketisation de la marque biodiversité. Et un des messages forts de cette campagne était assez évocateur: It's time to kill off the extinction message. Donc il est temps de tuer le message de l'extinction. Donc finalement, effectivement, le fait de poser une limite. Donc cet exemple de processus d'invisibilisation de la limite environnementale permet le recyclage au sens de Pierre Lascoub, recyclage que l'on pourrait définir comme la réduction de la gestion d'une problématique environnementale émergente à des pratiques existantes. Pour le dire à sa manière, le recyclage ou le transcodage en termes d'action concrète s'est opéré à l'intérieur de l'espace conceptuel initial et non en dehors de lui. Pour conclure cette première partie, je dirais que nous avons tenté de montrer que les propositions sont applicables au problème de la construction politique de la limite environnementale. Autrement dit, que votre système théorique englobe une partie de notre problème. Je laisse maintenant la parole à Pierre-Olivier pour la seconde partie. Voilà, donc si votre système théorique englobe une partie de notre problème, c'est-à-dire en partie, c'est que forcément on y a trouvé une limite. Et donc dans ce deuxième temps, comme je vous l'ai annoncé, je vais de montrer quelle est cette limite et ferai une proposition de recherche. Alors pour introduire cette limite, cette anomalie finalement, cette anomalie qu'on a trouvée dans votre système théorique, je partirai d'un élément qui pose problème dans nos recherches, nous qui travaillons tous les deux sur les conséquences territoriales des changements environnementaux globaux. C'est justement que ces changements environnementaux globaux, comme le changement climatique ou l'érosion globale de la biodiversité, conduisent à un plus ou moins haut degré d'incertitude quant à leur réalisation effective, leur niveau de turbulence et leur amplitude, et la territorialisation de leur effet. Autrement dit, ce grand niveau d'incertitude nous conduit à souligner le caractère contingent, c'est-à-dire ce qui peut être, ne pas être ou être autre, et actif, comme des actants, dirait Bruno Latour, des processus organiques et inorganiques à la surface de la Terre. Et donc, je vais essayer de me demander en quoi ce problème du caractère contingent et actif de ces processus représente une anomalie dans votre système théorique, de notre point de vue par rapport à notre problème. Et dans un deuxième temps, je proposerai une piste de recherche ringarde de réouvrir la question du milieu. Alors, eh bien, en quoi ce problème représente une anomalie pour notre problème, bien sûr, dans votre système théorique? Eh bien, on a trouvé deux indices. Le premier indice, on l'a trouvé dans vos écrits sur l'écologie humaine, pas forcément vos écrits sur la territorialité, mais ce que vous appelez, dans vos écrits explicitement sur l'écologie humaine, comme dans l'encyclopédie Cumin, que vous définissez l'encyclopédie, vous définissiez l'écologie humaine comme étant le point de vue de la destruction des milieux. On a trouvé dans ces écrits, finalement, que vous appréhendez la limite écologique comme un constat empirique, comme un donné. Et on a aussi trouvé que votre appréhension de la finitude de la Terre, vous la considérez comme une extériorité, pas théorisée pour elle-même, ni dans la production des territoires. Et on trouve ça étrange de votre part, donc vous l'avez rappelé tout à l'heure, vous qui avez beaucoup critiqué les géographes qui considéraient les phénomènes géographiques comme des données, comme des phénomènes externes à l'activité scientifique, comme si vous n'avez pas internalisé ce problème. Le deuxième indice, alors bon, c'est très schématique, mais c'est pour le deuxième indice, on l'a trouvé de manière un peu transversale dans vos écrits, déjà dans Pour une géographie du pouvoir, mais encore dans le dernier article qui a été traduit dans Space and Society en 2012. On a trouvé une certaine conception statique de l'environnement physique, puisque l'environnement physique qui serait pensé comme un stock. Par exemple, dans Pour une géographie du pouvoir, donc là, on peut lire la citation là-haut, vous dites à propos de la matière qu'elle est, je vous cite, un pur donné inerte dans lequel l'homme puise pour se constituer des ressources. La matière est ainsi offerte à la pratique et constitue un vaste champ de possibilités. Vous dites aussi à propos de la technicité, donc un sous-ensemble de la territorialité que vous définissez comme étant le rapport homme plutôt groupe humain-matière, vous dites, au même titre que pour la territorialité,
La technicité d'une société peut être symétrique ou dissymétrique. Une technicité symétrique se caractérisant par des rapports non destructeurs de l'environnement matériel, tandis qu'une technicité dissymétrique sera caractérisée par des rapports destructeurs de l'environnement matériel. Et on trouvait qu'on voit bien à travers cet ensemble de citations que dans cet ensemble de citations, la relation dissymétrique est un peu à sens unique. Entre le pôle social et le pôle biophysique, organique et inorganique, il n'y a que le pôle social qui a la capacité de faire bouger le curseur. Et en quelque sorte, vous n'accordez pas de capacité au changement environnemental, à la part irréductible de ces processus, de faire déplacer un peu le curseur. Et de ce point de vue, le changement environnemental, la part irréductible de ces processus, leur autonomie relative, peut être considérée comme une anomalie théorique. Donc on vous pose la question comment... Et ça nous pose problème, nous qui travaillons sur les changements environnementaux globaux, parce que l'imprévisibilité et le caractère actif et autonome des processus naturels, même anthropisés, viennent toquer à la porte. Où se place le curseur quand l'ouragan Sandy vient frapper New York? Et donc on a cette question à vous poser, comment, de votre point de vue, traiter cette anomalie théorique? Est-ce que c'en est une d'ailleurs? Et voilà, comment faire avec ça? En tout cas, nous on a une proposition de recherche, c'est de redécouvrir le vieux problème du milieu. Et c'est vrai que, de notre point de vue, c'est un des grands apports du programme de recherche scientifique qu'a posé Vidal au moment de la constitution de l'École française de géographie, avant qu'elle se sclérose et qu'elle se mandarinise, je sais pas. Effectivement, dans ce programme de recherche scientifique, Vidal a tenté d'ouvrir une troisième voie entre le possibilisme radical, le déterminisme social, qui conduit à faire de la sociologie, qui est l'horreur, on pourrait dire qu'un fait social explique un fait social, et l'environnementalisme, un fait environnemental explique un fait social. Et Lucien Febvre, on sait tous, s'appellera cette troisième voie le possibilisme. Alors, comment schématiser en deux mots ce programme de recherche scientifique? Eh bien, on s'appuie sur les travaux de Vincent Berdolet et Olivier Sougueran, qui l'ont défini d'une certaine manière comme étant la tentative de penser la cotransformation contingente, contextuelle et hétérogène des hommes et des processus naturels, dont on pourrait appeler le résultat un milieu. Et ce qui est intéressant dans ce programme de recherche scientifique aussi, c'est que s'il est anthropocentré dans sa finalité, c'est que finalement c'est bien les hommes et la manière dont ils constituent des individualités géographiques qui l'intéressent, il ne l'est pas dans sa méthode, qu'on pourrait traduire dans le langage contemporain comme étant une analyse relationnelle et interactentielle, c'est-à-dire entre des actants où les humains et les non-humains sont tous actifs et interagissent. Donc la question qu'on vous pose, c'est, selon vous, dans quelle mesure il est possible de coupler cette conception, cette forme de résolution de l'anomalie, du caractère contingent et actif des processus naturels, avec vos travaux sur la construction qu'on s'est inspiré pour proposer une définition de la construction sociopolitique de la limite. Sont-ils compatibles pour une définition de la limite environnementale? Et on vous propose cela en ayant bien sûr conscience d'un très gros écueil interne à ce programme de recherche scientifique, interne parce qu'il y avait de très bonnes, il y en avait de très bonnes internes à évincer ce programme de recherche et ce paradigme. Il y en avait d'autant plus d'externes, étant donné que c'était rempli de mandarins, complètement sclérosés, etc. Cet écueil interne, c'est bien sûr sa grande difficulté, voire son incapacité à théoriser. Et vous aviez raison, Géo Point de 76, à dire que la géographie classique n'avait pas réussi à poser de problématiques explicites. Et vous aviez aussi raison, 78, à dire qu'elle n'avait pas réussi à passer de notion au concept. Mais vous disiez aussi en 78, et là je vous cite, et j'ai pas mis la citation, je vous cite donc pour 78, donc les notions les construites en géographie humaine. Je crois que la géographie humaine est aujourd'hui beaucoup plus riche en concepts et en construits, mais il n'est pas évident, et c'est là où je voudrais en venir, qu'il procède directement des notions posées par la pensée géographique qui risquent de se diluer. Est-ce un bien? Est-ce un mal? Je n'en sais rien au fond, même si en partie je me suis déjà expliqué sur le sujet. Le problème n'est pas à poser pour le passé, il est à poser pour l'avenir. Donc là, nous, on aurait deux questions à vous poser. La première, c'est est-ce que finalement, il ne serait pas possible de se tourner vers le passé et d'essayer de brancher nos théories contemporaines assez performantes pour expliquer la construction sociale de la nature, la construction sociale de limites environnementales, avec ce vieux programme de recherche qui nous semble
a encore du potentiel? Et la deuxième question, c'est finalement, n'avez-vous pas jeté le bébé, la richesse et la complexité du milieu avec l'eau du bain, la vieille géographie classique complètement sclérosée? Je laisse la parole à Jérémy pour la conclusion. Donc en guise de conclusion, plutôt d'ouverture, on a tenté donc dans une première partie de mettre en regard votre géographie, pour explorer et tenter de définir la limite environnementale à l'aune des changements de l'eau. D'abord, la mobilisation de votre grille d'analyse conceptuelle a permis d'appréhender la limite comme un curseur historiquement déterminé et culturellement situé des relations nature-société. Ensuite, cette mise en regard avec nos problématiques a permis d'appréhender la dimension fondamentalement politique de la construction de la limite environnementale, à savoir ses conséquences, ses effets socio-spatiaux. Et nous serions curieux de savoir comment vous avez reçu cette tentative de mobilisation de vos travaux pour appréhender cette problématique que nous pose la limite. Dans une seconde partie, la mise en exergue des limites de votre cadre conceptuel pour nos travaux de recherche, à savoir l'évacuation de la dimension active de l'appareil réductible et de la contingence des processus biophysiques, nous a amené à proposer une piste exploratoire, ou plutôt à tenter une hypothèse peut-être féconde, et nous en discuterons avec vous. C'est la compatibilité potentielle de vos travaux avec une vieille question géographique, le problème du milieu. Cette proposition découle de deux choix méthodologiques un peu initiaux sur lesquels on se retrouve avec Pierre-Olivier. Le premier, c'est que nous assumons ce qu'on appelle un pluralisme épistémologique, qui consiste à faire travailler des approches a priori peu compatibles dans un objectif commun, qui est ici la problématisation de cette question de la limite. Donc nous souhaiterions savoir ce que vous en pensez, ce que vous pensez un peu de cette posture, est-ce que vous trouvez ça scientifique, pertinent, voilà, ou pas. Et le deuxième choix méthodologique est d'aller puiser dans l'histoire de la géographie, dans l'histoire des jalons, dirait Sylvain Roulet et Olivier Souvéran, pour chercher des problèmes majeurs qui ne sont toujours pas résolus. En effet, puiser dans l'histoire, c'est parfois retrouver des problèmes oubliés. Ça peut également permettre de comprendre les blocages à l'émergence de problématiques nouvelles dans la géographie. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci de l'effort que vous avez fait tous les deux pour faire cette critique extrêmement intéressante et justifiée. Et justifiée, c'est clair que j'ai peut-être considéré le problème environnemental comme un peu statique et inerte. Et ça, c'est la conséquence. C'est la conséquence effectivement d'une formation plus longue en sciences humaines qu'en sciences de la Terre, par exemple, en écologie ou autre. Et moi, je n'ai pas fait, si vous voulez, dans mes études de morphologie. J'ai fait de la géologie, parce que ça n'existait pas dans l'université. Alors, j'ai fait des choses tout à fait inutiles. J'ai fait de la paléontologie, de la micropaléontologie, l'identification des petits fossiles. Je m'en suis tapé 5000 à identifier. Mais ça ne m'a pas donné, si vous voulez, une culture en géographie physique tout à fait suffisante. Et au fond, vous avez mis le doigt là-dessus. Vous avez mis le doigt là-dessus. La limite environnementale pose le problème de cette question, au fond, de culture personnelle par rapport aux choses. Donc, vos critiques sont absolument justifiées. Et effectivement, quand je parle du problème environnemental, pour moi, constat empirique, juste finitude de la Terre, pas comment dire, pas explicité véritablement, je suis encore d'accord. Conception globale de l'univers statique, c'est juste. Donc ça, c'est une critique
c'est une critique tout à fait juste, tout à fait claire. Et alors la question que je me pose, a priori, j'ai rien contre votre proposition de la question du mieux, qui pourrait peut-être résoudre la question. Mais je n'ai pas fondamentalement réfléchi. Vous me mettez devant, alors, si vous voulez, il faudrait reprendre. Il y a deux choses. Il y a deux choses qui me paraissent importantes. C'est la construction sociale de la nature et c'est l'usage que les hommes font de la nature. Et au fond, ce n'est pas une défense par rapport à ce que vous avez dit et par rapport aux critiques que vous avez faites. Mais disons que si je devais me remettre à travailler là-dessus, je me tournerais vers, comme point d'appui, vers Moscovici. L'histoire humaine de la nature. L'histoire humaine de la nature, et c'est vous qui me direz alors si selon l'analyse que vous avez faite, la critique que vous avez faite, si j'aurais raison de me placer sous le parapluie moscovitien. Oui, nous, ce qu'on a vraiment voulu faire, en fait, c'était... en fait, avec Jérémy, on s'inscrit dans un courant qui s'appelle... on s'inscrit... on n'a pas de carte, mais il y a un courant qui nous intéresse en ce moment. C'est un courant anglo qui s'appelle la political ecology, qui essaie de renouveler les approches nature-société, justement en insistant très fortement sur la construction sociale et politique de la nature. Et là, ce que Jérémy a tenté de faire, ce qu'on a tenté de faire pendant la première partie, c'était de montrer que vos travaux, notamment la géographie du pouvoir, étaient très 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 intéressants et très, nous en tout cas, nous a beaucoup nourri pour travailler des choses qu'on ne trouvait pas forcément dans les textes anglophones, pour essayer de construire, pour essayer d'analyser la construction sociale de la nature avec la question du pouvoir au centre. Mais la critique qu'on vous a faite, que j'ai essayé de faire dans une deuxième partie, c'était un peu une critique, c'était un peu plus à un grand nombre de géographes sociaux, culturels et politiques, qui dit que finalement, voilà, finalement c'est ça, c'est que c'est très intéressant. Moi je pars de là, je pars de la construction sociale de la nature, mais que quand on l'observe, notamment dans nos problèmes de recherche, le changement environnemental et le changement environnemental globaux, et ben en fait, on est obligé de problématiser le fait que le curseur bouge des deux côtés, quoi. Non, mais moi j'ai pris au sérieux la critique, n'est-ce pas? Simplement qu'ayant évoqué cette question de la construction sociale de la nature, qui est très présente chez Moscovici, je me demandais dans quelle mesure il tournait permettrait de résoudre en partie la question du milieu. L'autre chose, c'est aussi l'usage, l'ensemble des usages qu'on fait de la nature, qui n'a pas été, auquel j'ai pensé, mais pas à l'époque où j'ai fait ces choses. Aujourd'hui, je me préoccuperai de l'usage, de l'évolution des usages de la nature, parce que ça me paraît effectivement important. C'est peut-être d'ailleurs là qu'il faudrait regarder un peu dans la, si vous voulez, dans la direction de Jared Diamond, qui serait un second auteur que je pourrais consulter pour répondre à vos préoccupations. Et pour le reste, effectivement, j'admets tout ça, je reconnais mes torts. Et en fait, une question d'abord. À mon avis, je ne sais pas s'il y avait quelque chose dans les textes qu'ils ont cités, mais moi, pour mes travaux sur l'économie de l'environnement, j'ai toujours trouvé extrêmement
plus de clauses par rapport à la connaissance fonctionnelle. C'est encore, disons, bien sûr, dans le domaine relationnel, mais ça me paraît un concept très important pour travailler sur la relation homme-nature. Par contre, je vais comprendre si j'ai bien compris votre démarche, disons votre problématique dans ce cas. Vous dites l'étude des problèmes d'environnement ne peut pas partir seulement de l'utilisation que les hommes font de l'environnement, des pratiques qu'ils ont à l'égard de l'environnement, mais aussi de l'environnement physique lui-même, qui étant en plus un environnement, disons, éléments de matière inerte plus matière vivante, et en excluant l'homme pour le moment, il y a aussi un mouvement. Oui. Et donc, la relation n'est pas sans unique, mais elle est double. Ça, c'est une chose que, par exemple, l'adaptation au changement climatique naît un peu de ça. Il y a d'un côté le fait qu'il faut modifier nos pratiques, de l'autre côté, il y a des effets qui en partie ne sont pas déterminés par l'homme, parce que, comme les géologues le disent, s'il y a il paraît, il commence à penser qu'il y a des espèces de séries dans les explosions des volcans, qu'en réalité il y a une liaison entre l'un et l'autre, et que donc s'il y a un tremblement de terre et explosion de volcans, des vagues, des espèces de nuages, d'effets, à ce moment-là, ça pourrait détruire la Terre complètement, sans problème. C'est-à-dire que en réalité, la nature physique, dans le sens propre, à l'exception de la biologie, elle a une force énorme et inconnue, dont les règles nous ne connaissons pratiquement pas encore vraiment, nous commençons à peine à les développer. Et donc, il faut affronter aussi cet aspect. Je dirais qu'on ne sait pas exactement quoi faire, mais disons que quand on parle d'adaptation, on met en évidence le fait qu'il y a une force en dehors de nous. Ce n'est pas les hommes les forces. C'est intéressant parce que moi, justement, je fais ma thèse sur le cadrage en aménagement de l'adaptation au changement climatique. Et en fait, c'est à partir de là que j'ai trouvé les travaux de William Bunge, justement, qui s'intéressent à la survie humaine. Et alors, là-dessus, en fait, par exemple, Claude a très souvent dit à propos justement du changement climatique, puis il a arrêté parce que sinon il était inscrit dans les champs qui disent que c'est pas vrai, mais il a toujours dit, si je vois l'histoire du climat, je dis qu'il suffit d'un rien dans les modifications, qu'il pourrait y avoir des modifications soit venant de l'extérieur du soleil, soit venant des profondeurs sous-marines, comme on l'a dit, qui en elle-même modifie complètement le phénomène, et le phénomène n'est peut-être pas d'origine humaine, mais d'une autre origine, et donc on pourrait bien y faire. Donc en réalité, c'est pas vrai qu'il n'y a pas travaillé. Lui, seulement qu'il a là-dessus, il n'a pas trop écrit, mais c'est une des choses qu'il a arrêté de dire parce qu'il était peut-être préoccupé de la chose idéologique qui va maintenant. On a décidé que c'est la faute aux hommes le changement climatique, et aussi parce que de toute façon nous sommes en train de faire des choses qui ne sont pas bonnes pour les espèces vivantes, mais ce n'est pas sûr qu'il n'y ait pas aussi des éléments non bien connus qui sont bien offensifs. C'est sûr. Juste, deuxième point, la manière climatique. Là-dessus, vous avez totalement raison. On n'a pas étudié dans le domaine de l'écologie les phénomènes non seulement de résilience, mais aussi les modifications en cours, en partie déterminées par l'homme, en partie par des autres espèces vivantes. Et donc, dans l'écologie, le monde vivant, il n'est pas un sujet, mais il est un objet, chose qui est fausse. Mais par contre, c'est vrai qu'on est parti
beaucoup sur la seconde partie, donc effectivement les limites dans le cadre de notre problématique, et qui sont en fait des limites face auxquelles finalement on est un peu démunis conceptuellement. Donc là, c'est pas à vous mettre en cause, c'est finalement quelque chose dans le cadre de nos questions. Et par contre, c'est vrai que sur la première partie, moi j'aimerais savoir ce que vous pensez un petit peu de la capacité qu'on a faite pour se poser votre géographie des relations de pouvoir à cette question de la limite dans le cadre de la gestion des problèmes des changements globaux, et à savoir si vous trouvez ça pertinent, justement, cette dimension pour nous qui est assez centrale, qui est politique en fait, et qui n'est pas seulement justement, parce que nous, ça serait plutôt dans des géographies sociales, politiques, et pas dans des géographies physiques, justement. Donc on essaye de coupler les deux parce qu'on nécessairement les confronter. Alors, je trouve ça indiscutablement pertinent, ce que vous avez fait. Peut-être que si vous avez, je ne sais pas, les concepts que Mercedes, j'ai émis il y a déjà assez longtemps, concept d'information régulatrice et d'information fonctionnelle, peut-être que vous n'avez pas trouvé. Parce que même, on l'avait écrit d'ailleurs, le travail d'espace pouvoir en particulier. L'information, si vous voulez, l'information régulatrice, c'est l'information fonctionnelle, mais on peut définir ça très, très rapidement. L'information fonctionnelle, c'est la mise en programme d'une production pour passer d'une matière A à un produit B, sans se préoccuper de ce qu'on provoque autour. L'information régulatrice, c'est toute l'information qui est utilisée pour éviter que dans le processus A pour passer à B, on détruise quelque chose par des effets collatéraux ou d'une autre manière. Donc l'information régulatrice est nécessaire. J'ai été très content de voir que l'Europe avait établi au fond les bases maintenant de l'information régulatrice, mais ça ne fonctionne pas encore de manière REACH. C'est un programme effectivement. Alors, je pense que si vous voulez ça, c'était la partie plus dynamique de ma réflexion par rapport aux limites. Mais que je n'ai pas beaucoup développé, si vous voulez, dans les travaux sur la frontière, parce que j'en ai pas senti la nécessité à ce moment-là, et puis je n'avais pas vu l'application comme vous par rapport à la limite environnementale. Donc, personne n'est parfait, et on ne pense pas à l'être. Mais là aussi, si vous voulez, il y avait au fond une chose dont il faut être bien conscient, c'est que comment dire ça, savoir utiliser la nature n'est pas la connaître. Et au fond, on s'est essentiellement préoccupé d'utiliser la matière organique, inorganique, etc. Mais on ne s'est pas préoccupé de connaître vraiment les mécanismes. On connaît un certain nombre, mais il y a tellement de choses à connaître. La preuve, d'ailleurs, quand vous songez aujourd'hui à ce qui se passe avec les déchets dans l'environnement, c'est affolant. Donc, on sait pas, on sait utiliser beaucoup de choses, mais ça ne veut pas dire qu'on sait le connaître. Et puis, ça rejoint d'ailleurs une idée de René Thom qui disait que savoir prévoir n'est pas expliquer. On sait prévoir un certain nombre de choses, mais ça veut dire qu'on sait expliquer. Et par rapport à la limite environnementale, il y a des éléments de ce genre qui sont à prendre. Donc en fait, je crois qu'on pourrait aller dans cette direction. Et puis vous avez cité d'ailleurs un auteur très intéressant par rapport à ça, c'est Philippe Descola, qui
Puis Descola, je pense qu'il y a beaucoup de choses à prendre chez lui. Descola, Moscovici sont des auteurs de base. Descola étant plus récent, évidemment, que Moscovici. Mais c'est, disons, des auteurs fondamentaux, à mon sens, et Jared Diamond aussi. Il y en a trois à partir desquels, si je devais réfléchir, je me reporterais à ces gens-là pour essayer de raccrocher à votre idée, à votre analyse des effets de la limite environnementale. Pour essayer de préciser, au fond, préciser ce que vous souhaitez. Ci sarebbe d'accordo a dire che finalement le rapport nature et le rapport bilatéral complet, que ce n'est pas un rapport actionniste. Non, c'est clair. Et ça, c'est peut-être l'aspect moins étudié. Alors, je suis désolé, je suis Roland Gras, mais je vais continuer de couper court à cette passionnante conversation. Et on va passer tout de suite à la conclusion. On vous remercie encore. Et du coup, on va donner la parole à Laure Monazari. On va dire encore.